Lorsque les historiens décrivent la modernisation d'Amsterdam au XIXe siècle, ils mettent généralement l'accent sur les réalisations réalisées. Sur l'eau, l'expansion des célèbres anneaux de canaux, les nouvelles stations de pompage et les merveilles d'ingénierie qui ont transformé la ville en une capitale européenne moderne. Mais la véritable histoire, celle qui a à peine figuré dans les archives municipales et qui reste aujourd'hui enfouie dans les marges des archives, a commencé sous la surface. Tout a commencé par un ordre d'entretien de routine des canaux. Les ingénieurs de toute la ville ont reçu pour instruction de draguer les canaux existants, de renforcer les voies navigables et de déterminer si le célèbre réseau de canaux d'Amsterdam pouvait supporter les exigences du commerce à l'ère industrielle. L'objectif était pratique: enlever le limon, inspecter les parois du canal et se préparer à accueillir des navires plus profonds et un trafic plus dense. Mais au moment où les ouvriers ont commencé à drainer les sections pour inspection, un événement inattendu s'est produit. Ils ont percé des murs qui n'avaient pas été mis au jour. Depuis la construction initiale des canaux, sous les voies navigables familières bordées de briques, à des profondeurs bien supérieures à ceux qu'indiquaient tous les registres d'entretien, les équipes ont découvert des canaux et des mécanismes qui ne correspondaient pas à la construction documentée du XVIIe siècle. Leur conception était inhabituelle. Leur objectif n'était pas clair, et la conception technique ne ressemblait à rien de ce que l'on trouvait dans les manuels de construction de réseaux hydrauliques néerlandais de la Nieuwe époque. Cela ne ressemblait même pas aux célèbres bâtiments de canaux de l'âge d'or tels qu'on les imagine généralement. Cela n'a pas été mentionné lors des célébrations publiques de la modernisation d'Amsterdam. L'événement n'a pas fait la une des journaux vantant les prouesses de l'ingénierie néerlandaise. Mais dans les documents internes de cette période, une phrase discrète revient sans cesse. Infrastructure préexistante. Une profondeur inattendue. Fonction inconnue. Le compte officiel finirait par réduire tout cela à des systèmes de drainage médiévaux abandonnés, à des canaux d'égout oubliés, ou tout simplement à des travaux de fondation mal identifiés. Rien de remarquable, rien qui mérite d'être étudié. Mais les photographies de l'étude de cette époque, celles réalisées dans des bureaux d'ingénierie sombres tandis qu'Amsterdam célébrait ses progrès, montrent quelque chose de différent. Elles montrent des ouvriers debout à côté des parois du canal, taillés avec une précision bien supérieure à celle de toute maçonnerie de Lacresse, époque documentée de la construction des canaux, des voies navigables équipées de régulateurs de débit sophistiqués, que même sur les photographies granuleuses du XIXe siècle, la complexité mécanique est indéniable. Des systèmes creusés dans les fondations du canal qui ne ressemblent en rien à un quelconque. Système hydraulique néerlandais connu, mais à quelque chose de plus ancien, de plus mathématique, de plus délibéré. Et plus il draguait profondément, plus l'infrastructure cessait de ressembler aux convois navigables de transport tels que nous les connaissons, et ressemblait de plus en plus à quelque chose conçu dans un but totalement différent, quelque chose qui avait été réutilisé, dissimulé et délibérément oublié. Au départ, les équipes de maintenance ont essayé de tout catégoriser de la manière la plus simple possible. Ancien tunnel de drainage, passage d'entretien oublié, érosion naturelle due à des siècles d'utilisation. Mais à mesure que la documentation s'accumulait et que de nouveaux canaux étaient découverts, les contradictions se multipliaient. Pourquoi certains passages sous-marins ont-ils été conçus avec des pentes bien trop précises pour un simple drainage? Pourquoi certaines parois de canaux ont-elles été construites avec des schémas d'écoulement, conçus pour des systèmes d'eau sous pression plutôt que pour des canaux alimentés par gravité? Pourquoi certains conduits s'étendaient-ils dans la obscurité, bien au-delà de l'empreinte de toute voie? Navigables répertoriés, et la question qui troublait même les ingénieurs hydrauliciens les plus expérimentés. Pourquoi ces canaux plus profonds étaient-ils si sophistiqués? Le réseau de canaux d'Amsterdam était déjà considéré comme un chef-d'œuvre du génie néerlandais. Pourtant, l'infrastructure sous certains tronçons
des principales voies navigables semblaient avoir été construites, à des fins qu'aucun ingénieur du XIXe siècle n'aurait pu identifier. Les équipes d'arpenteurs reconnurent discrètement entre elles que la précision et la complexité ne correspondaient à aucune documentation de l'âge d'or, et même si aucun d'eux n'utilisait des termes comme technologie perdue, ils reconnaissaient quelque chose d'aussi inquiétant. Quelqu'un avait déjà construit un système d'adduction d'eau ici. Pas des canaux, pas un système de drainage, quelque chose de bien, plus sophistiqué. Si cette enquête vous paraît intéressante, pensez à vous abonner. Ces mystères ne s'intègrent pas facilement à l'amont. Histoire officielle, et les élucider, exigent d'aller là où les récits conventionnels refusent d'aller. À mesure que les disques se multipliaient, le silence s'installait. Les rapports sont devenus plus courts. Les descriptions sont devenues vagues. Les photographies ont cessé de montrer les perspectives les plus larges des découvertes. Puis, à la fin du XIXe siècle, les sites de dragage ont été partiellement remblayés. Les canaux les plus profonds ont été scellés là où c'était nécessaire pour la stabilité. Et une grande partie de ce qui était exposé a été replongé dans la nègre obscurité. Il ne reste que des fragments. Des documents, plusieurs photographies, les témoignages discrets d'archivistes qui ont examiné les dossiers avant que certains ne disparaissent. Mais même à partir de ce qui reste, un schéma se dessine. Des canaux trop sophistiqués pour toute construction néerlandaise documentée. Une ingénierie trop précise pour le calendrier prévu. Des techniques hydrauliques qui semblent héritées plutôt qu'inventées. Des infrastructures qui semblent appartenir à une toute autre époque de construction. Lorsque les équipes de dragage ont dépassé les premières couches identifiables sous les voies navigables d'Amsterdam, les hypothèses étaient simples. Ils s'attendaient à découvrir des fondations de canaux du XVIIe siècle, peut être des ouvrages de drainage médiévaux, et des vestiges épardeux, établissements plus anciens. Rien d'inhabituel, rien de mention, extraordinaire. Mais en quelques semaines, cette hypothèse s'est effondrée car, au lieu d'une séquence claire de phases de construction, les équipes ont mis au jour une succession de couches hydrauliques qui ne fonctionnaient pas, comme les infrastructures d'une ville normale sont censées fonctionner. La première anomalie concernait la coordination. Chaque couche, canaux de l'âge d'or, fondation médiévale et tout ce qui existait en dessous semblait suivre les mêmes schémas d'écoulement, la même grille géométrique, les mêmes principes hydrauliques. Les différentes époques ne devraient pas présenter cela. Des bâtisseurs différents, des siècles différents, des capacités technologiques différentes. Leurs constructions ne sont pas parfaitement alignées sur des systèmes élaborés à des générations d'intervalle. Et pourtant, sous Amsterdam, c'est ce qui s'est passé. Les canaux d'une période donnée étaient directement reliés à des canaux enterrés plusieurs mètres plus bas. Les régulateurs de débit présentaient la même orientation, même séparés par ce qui semblait être des siècles. Les parois des conduits ont conservé la même à trajectoire, même lorsqu'elles étaient divisées par des périodes de temps indéterminées. C'était comme si chaque génération ayant construit sur ce terrain se connectait à un système originel, un système qui n'apparaît plus dans aucune archive d'ingénierie. Plus les ouvriers creusaient profondément, plus les chenaux devenaient étranges. Sous les fondations en briques et en bois auxquelles ils s'attendaient, ils ont commencé à découvrir des infrastructures qui ne ressemblaient en rien à la construction traditionnelle des canaux. Des conduits beaucoup plus grands, des tolérances beaucoup plus strictes, des configurations qui semblaient trop précises mathématiquement pour figurer dans la chronologie documentée d'Amsterdam. Certains passages semblaient presque surdimensionnés. Canaux courbards, efficacité hydraulique parfaite, fabriqués avec une précision qui ne correspondait pas aux capacités de la technologie néerlandaise du XVIIe siècle. Puis vint une découverte qui déconcerta même les membres les plus traditionnels de l'équipe d'examen des ingénieurs. Mécanismes sophistiqués de contrôle des flux, portes métalliques avec système de régulation de pression, parois de canal avec schéma de dérivation intégré, passage inférieur présentant des signes de écoulement turbulent contrôlé,
Des régulateurs d'une complexité qui n'a de sens que pour gérer des pressions d'eau énormes. Pourtant, il n'existe aucun document historique attestant qu'Amsterdam ait jamais eu besoin d'un contrôle hydraulique aussi avancé. Aucun document ne fait état de système d'approvisionnement en eau, fonctionnant sous des pressions qui nécessiteraient ce type d'ingénierie. Rien qui explique pourquoi des sections importantes des infrastructures les plus profondes semblent avoir été conçues pour gérer l'eau comme un moyen de transmission d'énergie plutôt que comme une voie de transport. Les photographies de relevés topographiques prises dans les années 1800 démontrent clairement des ouvriers postés à côté de mécanismes de canalisation si complexes que les hommes paraissent primitifs en comparaison. Les portes ont été conçues avec une telle précision que même les ingénieurs hydrauliciens contemporains examinent les photographies d'archives avec étonnement, des schémas d'écoulement et des chambres de pression qui ressemblent bien plus au système hydroélectrique moderne qu'à tout ce qu'on attribue à Amsterdam au XVIIe siècle. Mais le détail le plus troublant n'était pas ce qui apparaissait sur les photographies. C'est ce qui n'a pas été retrouvé dans les archives municipales. Les rapports officiels rédigés dans les années qui ont suivi la modernisation font à peine référence à ces caractéristiques. Certaines illustrations excluent totalement les chenaux les plus profonds. Certaines couches d'infrastructures sont décrites avec une terminologie indéfinie comme anciens ouvrages hydrauliques ou éléments de fondation, alors même que les photographies démontrent qu'elles étaient bien plus sophistiquées. Difficile d'ignorer ce silence, car si ces systèmes plus profonds appartiennent véritablement à des périodes historiques reconnues, pourquoi n'ont-ils pas été documentés en détail? Pourquoi ces mécanismes hydrauliques exceptionnels n'ont-ils pas été documentés de manière exhaustive? Pourquoi les photographies étaient-elles dispersées entre différents services municipaux, au lieu d'être compilées dans un seul document technique? Même certaines surfaces de canaux ont posé problème. Des parois trop lisses, des dégradés trop précis, des motifs d'écoulement trop réguliers, des marques qui ressemblaient moins à de la pierre taillée à la main qu'à un forage de précision. C'est d'autant plus ennuyeux que selon la chronologie classique, ces canaux n'existaient pas au moment où ils ont vraisemblablement été construits. Ce que les équipes de dragage ont mis au jour, ce sont des systèmes qui ne correspondaient ni aux techniques d'ingénierie de l'âge d'or, ni aux ouvrages hydrauliques médiévaux, et qui ne correspondaient même pas entre eux au sens traditionnel du terme. Ils constituaient en revanche un vocabulaire hydraulique particulier qui semblait provenir de plusieurs périodes, mais qui restait pourtant intégré, coordonné et d'une précision inouïe. La première surprise est venue des chaînes elles-mêmes. Il ne s'agissait pas de simples tunnels de drainage ni de simples canaux d'alimentation. Il s'agissait de voies navigables géométriquement optimisées, de passages façonnés avec une efficacité hydrodynamique, de courbes qui maintenaient des caractéristiques d'écoulement parfaites sur toute leur longueur et de chambres de jonction, agencées avec précision presque comme les vestiges d'un réseau hydraulique maître qui n'existe plus dans aucun dépôt. Certains chenaux étaient complètement obstrués, remplis de sédiments si compacts que les ouvriers ont supposé avoir atteint des couches d'argile naturelle. Mais une fois les portes ouvertes, elles ont révélé des intérieurs qui semblaient intacts depuis leur fermeture. Des murs lisses, de la pierre taillée avec précision et des configurations techniques qui ont soulevé plus de questions que de solutions. Puis est apparue la caractéristique qui continue de déconcerter les chercheurs aujourd'hui, les immenses chambres de pression circulaire. Officiellement, ils ont par la suite été identifiés comme d'anciens systèmes de puits ou citernes, mais rien en eux ne correspond à une construction typique de stockage d'eau ou de puits. Ces cuves étaient trop symétriques, trop profondes et d'une conception trop parfaite, comme si elles avaient été conçues avec des outils capables de fabriquer des réservoirs résistants à la pression. Certaines chambres étaient suffisamment vastes pour contenir des milliers de gallons sous pression. D'autres contenaient des cloisons internes, un peu comme des réservoirs tampons ou des systèmes de régulation de pression. Des ouvriers du XIXe siècle les décrivaient dans leur correspondance personnelle comme des cuves conçues sur mesure, non pas des
entrepôt, mais des composants à fonction hydraulique, bien que personne ne puisse préciser quelle pouvait être cette fonction. Une autre particularité est apparue dans la PASE. Orientation de certains canaux d'eau. Il ne s'agissait pas simplement d'un phénomène lié à la gravité ou à la nappe phréatique naturelle. Beaucoup étaient positionnés selon des angles qui n'avaient aucun sens hydraulique pour le drainage, les sections ascendantes, les montées sous pression ou configurées pour forcer l'eau à remonter à travers ce qui semblait être des systèmes étanches. Cela a fait naître une possibilité inquiétante. Les canaux de surface ne reposent peu, être pas seulement sur des cours d'eau naturels, mais aussi sur quelque chose de bien plus vaste. Un système de distribution d'eau sous pression, dont l'ampleur n'a jamais été documentée, jamais enseignée et jamais expliquée dans les œils. Histoire officielle d'Amsterdam. Plus les ouvriers draguaient profondément, plus les découvertes devenaient étranges. Les sections de canal présentaient des dimensions parfaitement uniformes. Certaines surfaces étaient polies à la perfection, presque sans frottement. D'autres présentaient des déflecteurs de flux découpés avec une telle précision que les ingénieurs contemporains débattent encore des outils qui ont pu les fabriquer. Mais la découverte qui a suscité le plus de perplexité fut celle du métal incrusté dans les parois du canal. Certaines pièces semblaient avoir été moulées directement dans la pierre. D'autres présentaient des signes de fusion à haute température. Pourtant, elles étaient situées dans des couches, supposément construites des siècles avant qu'Amsterdam ne possède de telles capacités métallurgiques. L'explication officielle fournie ultérieurement. Réparations ultérieures, travaux de renforcement médiévaux, mais cela n'explique pas pourquoi le métal semble intégré à la construction d'origine et non ajouté ultérieurement ni adapté a posteriori, mais incorporé comme si les canaux avaient été conçus autour d'eux. Une structure métallique. Cette variété de construction exige des capacités qui dépassent de loin la technologie de l'âge d'or, qui dépassent de loin l'ingénierie médiévale et qui dépassent de loin tout ce qui a été documenté dans la histoire néerlandaise. Peu après ces découvertes, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Les chenaux ont été refermés, les passages remblayés et les sections profondes des sites ont été isolées afin d'empêcher toute investigation ultérieure. Une partie de ces mesures a été officiellement désignée comme relevant de la sécurité structurelle et nécessaire pour éviter l'affaiblissement des parois du canal pendant les travaux de modernisation. Mais les choix concernant les canaux à sceller en premier et les sections à enterrer. Définitivement, la musique ont atténué les questions parmi les témoins, car les passages qui étaient rapidement censurés étaient invariablement ceux qui contestaient le plus le récit officiel. Les chambres de pression, les canaux ascendants, les sections renforcées de métal, les conduits découpés avec précision qui semblaient s'étendre bien au-delà du système canalaire. Ces passages constituent peu être la découverte musicale la plus énigmatique de toutes. Il ne s'agissait pas de tunnels aléatoires, mais de éléments d'une configuration systématique d'un réseau de voies navigables qui ressemblait moins à un système de drainage qu'à un réseau de transmission hydraulique orienté, calculé, planifié, comme s'il avait autrefois distribué de l'eau sous pression, sous la ville à des fins que nous ne pouvons plus identifier. Et pourtant, presque aussi vite qu'elles avaient été découvertes, beaucoup furent refermées, leur ouverture bloquée, leur but inexploré, leur présence discrètement effacée des cartes municipales ultérieures. Lorsqu'on examine les dernières phases de la modernisation des canaux au XIXe siècle, une chose devient impossible à ignorer. Les projets n'ont pas abouti, ils ont été interrompus. Non finalisés, non achevés, interrompus. Plus les équipes d'arpenteurs s'enfonçaient dans les profondeurs, plus la nature de leur documentation se transformait. Les premières impressions étaient assurées, presque routinières. Mais à la fin, le langage devient prudent, indéfini et étrangement incomplet, comme si quelqu'un d'autre contrôlait brusquement ce qui pouvait être enregistré. Et c'est là que commence le mystère ultime. Car les derniers passages auxquels ils ont accédé
sous les voies navigables d'Amsterdam n'étaient pas typiques. Ce n'étaient pas des systèmes de drainage. Ce n'étaient pas des constructions de l'âge d'or, c'était même inclassable. C'était tout autre chose. De nombreux témoignages, les rares qui ont subsisté, ont décrit une infrastructure qui s'est brutalement transformée, passant du reconnaissable à l'inexplicable. Les parois des canaux présentaient des joints si étroits qu'on ne pourrait pas y insérer une feuille de papier. Des passages courbes conçus avec une efficacité hydraulique que Amsterdam pré-industriel n'était pas censé posséder. Réservoirs sous pression conçus pour résister à des forces bien supérieures à celles requises par les canaux de surface. Et des conduits qui s'étendent au-delà de là. Zone de fouille disparaissant dans l'obscurité, sous la ville moderne. Mais voici la mort de Nain, aspect qui est toujours occulté. Les canaux les plus sophistiqués furent ceux qui furent réenfouis en premier. Les ouvriers ont décrit comment ils remplissaient. Des passages entiers, scellés des entrées et pompés des tailles, sédiments dans des espaces qui venaient d'être dégagés. Ce n'était pas progressif, c'était immédiat. Explication officielle, instabilité structurelle, problème de sécurité, budget de modernisation. Mais si la question n'était que de sécurité, pourquoi les canaux les plus anciens, les mieux préservés et les plus solides structurellement ont-ils été scellés en premier? Et pourquoi a-t-on laissé accessibles, à des fins de documentation, les sections médiévales manifestement en mauvais état? Cela n'a de sens que si ces systèmes plus profonds représentaient un danger d'une autre nature, non pas physique mais historique. Car si l'infrastructure située sous les canaux d'Amsterdam témoignait réellement d'une ingénierie hydraulique dépassant les capacités du XVIIe siècle, et si certains passages ne correspondaient à aucune période de construction documentée, alors le récit communément admis de l'Ulrich, histoire de l'ingénierie néerlandaise, commencerait à s'effondrer. Imaginez ce que cela signifierait si le célèbre réseau de canaux d'une ville moderne était construit sur quelque chose de bien plus avancé, quelque chose d'ingénieux, quelque chose que nous n'avons pas construit. Imaginez ce que cela signifierait si les fondations n'étaient pas des cours d'eau naturels, mais des tentatives délibérées des générations suivantes pour réaménager ou dissimuler ce qui précédait. Et c'est peu être pour cela que les découvertes du XIXe siècle ont été discrètement réenfouies, non pas pour préserver l'infrastructure, mais pour préserver le récit. Les autres photographies racontent leur propre histoire. Des ouvriers postés à côté de chaînes de magasins au design presque contemporain, chambres de pression ressemblant à des systèmes hydrauliques industriels, des mécanismes d'écoulement trop sophistiqués pour leur âge présumé. Ce ne sont pas là les types de découvertes que les historiens préfèrent expliquer. Ce sont des variétés dont ils préfèrent ne pas parler du tout. Et cela nous amène à la question ultime. Pourquoi les preuves les plus importantes, l'infrastructure la plus sophistiquée, en système hydraulique le plus avancé, ont-ils été à nouveau scellés? Car lorsqu'on prend du recul, la configuration devient évidente. Les canaux de précision ont été enterrés. Les chambres de pression ont été enterrées. Les conduits renforcés en métal ont été enterrés. Passages d'écoulement ascendants ont été enterrés. Les systèmes de jonction inexpliqués ont été enterrés. Et même des portions de la documentation photographique ont disparu, presque comme si la modernisation avait par inadvertance révélé un chapitre de Vrewool, histoire qui n'était pas censée être mise au jour. Un chapitre plus ancien que l'Eth, âge d'or, plus ancien que le moyen, âge, plus ancien que le récit qui nous a été présenté. Et pendant un bref instant, au XIXe siècle, les os se retirèrent suffisamment pour la fête révélée. Mais au lieu de l'examiner, ils l'ont recouvert à nouveau, scellé, remblayé, oublié, ou ont fait semblant de l'oublier. Car si les canaux légendaires d'Amsterdam coulent au-dessus d'un système hydraulique construit par une civilisation que nous ne reconnaissons plus, alors la véritable question n'est pas ce qui a été découvert au XIXe siècle. C'est ce qui reste encore sous les cours d'eau du monde. Quelles autres villes, quelles autres chaînes, quels autres réseaux ont été discrètement scellés, bien avant que quiconque ne songeât
les photographier. La modernisation des canaux d'Amsterdam n'était pas qu'une simple mise à niveau des infrastructures. C'est fut un aperçu, un bref aperçu involontaire d'une version de l'histoire à laquelle nous n'étions jamais censés assister. Et maintenant, cet aperçu est votre indice, votre carte, votre invitation à remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur la façon dont les systèmes hydriques de notre planète ont réellement été construits. Car si c'est ce qui a survécu sous un réseau de canaux, imaginez ce qui coule encore dans l'obscurité sous le reste. Merci d'avoir regardé. Et si cela vous a intéressé, eh bien, il existe beaucoup d'autres villes avec des histoires similaires. Peut être qu'on se reverra dans le prochain